On va revenir à des choses beaucoup plus prosaïques avec toi, Claire, mais néanmoins fort utiles, je tiens à le préciser, avec donc quelques jurisprudences que tu as repérées pour nous, qui vont intéresser au plus haut point, j'en suis sûr, nos auditeurs, puisque, alors je rappelle quand même avant que vous éditez donc aux éditions Lefebvre Dalloz, tiens, on va le voir à l'écran, le guide services généraux et environnement de travail. Le guide services généraux environnement de travail, c'est 265 fiches pratiques, 67 modèles de documents mis à jour régulièrement, incroyable. Une mine d'infos indispensable pour tout responsable services généraux environnement de travail. Et un gros boulot pour les équipes Lefebvre Dalloz. On ne s'ennuie pas, ce qui est très bien. Parce que dis donc, c'est énorme, c'est une masse d'infos incroyable. Alors on démarre, Claire, avec des jurisprudences qui concernent, alors je le disais, le bail commercial, sujet de préoccupation majeur, pour pas dire plus, hein, pour tout gestionnaire immobilier qui se respecte. Première jurisprudence qui concerne le formalisme de la demande en révision de loyer. Alors en ce moment, c'est l'actu pour pas mal de professionnels, hein, avec les hausses actuelles d'une part, la révision des surfaces avec le développement du télétravail, on en a parlé, le rapport de force plutôt favorable aux locataires pour une fois d'autre part. On assiste à de nombreuses demandes de révision, hein, du montant des loyers. Qu'est-ce que tu as repéré sur ce sujet? Alors tout d'abord, Lionel, le Code du commerce précise que la demande en révision doit être formée soit par le bailleur ou le locataire, oui, mais soit par exploit d'huissier, en acte d'huissier, oui, l'huissier délivre un acte, oui, ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Ça, c'est ce que dit le Code du commerce. oui. Et la jurisprudence, elle est très stricte quant à ce formalisme. C'est ce que vient illustrer l'arrêt que j'ai retenu de décembre 2023. Oui. Puisque dans cette affaire, le bailleur avait révisé le loyer, mais sans faire cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception, qui était pourtant prévue C'est le bailleur qui avait... C'est le bailleur qui a révisé le loyer okay, de manière unilatérale, et le locataire a, pendant plusieurs années, payé ce loyer révisé. Ouais. Au décès du bailleur, ses héritiers, pour des loyers qui étaient échus mais non payés par le locataire, font donc, ce qu'on appelle délivrent au locataire un commandement de payer, ouais, avec clause résolutoire pour obtenir les règlements des loyers échus. C'est très, très juridique. Toujours avec les décisions de justice. Ouais. Sauf que le locataire, il assigne le bailleur en contestation de ce commandement de payer et il veut le remboursement des trop payés de loyers du fait de la révision des loyers qui a été pratiquée depuis plusieurs années. Et qu'il n'avait pas accepté, c'est ça? Et qui avait été fait, mais qu'il n'avait pas accepté dans les règles. Dans les règles. La Cour d'appel, elle fait droit à la demande du locataire. Puisque pour elle, en effet, il n'y a pas eu le respect de l'envoi du formalisme qui était nécessaire. Ouais. Le bailleur, il vient arguer, les héritiers du bailleur décédé viennent arguer du fait que, étant donné qu'il avait payé les loyers, il y avait une acceptation tacite de cette révision du loyer. Mais la Cour de cassation confirme l'arrêt des juges du fond. Pour elle, la demande n'a pas été faite en bonne et due forme, au regard du contrat et du Code du commerce. Donc, il ne peut pas y avoir d'acceptation tacite. Il n'y a pas d'acceptation tacite. Donc, paiement du trop perçu de loyer toutes ces années. D'accord. On est bien dans le cadre du bail commercial. Hein. C'est le bail commercial. Oui, très bien. Donc, il faut envoyer la lettre recommandée, c'est ça? Soit c'est expeditieux, soit lettre recommandée. Là, dans le bail, c'était précisé lettre recommandée avec accusé de réception. Il aurait fallu respecter ce formalisme pour que la révision du loyer soit faite. Non, pour le coup, la Cour de cassation, c'est pas étonnant finalement. Non, la solution est logique, mais elle a ça a le mérite d'être dit clairement. C'est ça. Alors, autre sujet, mais donc point de vigilance quand même sur ce formalisme. Hein. Avec le bail, de toute façon, le formalisme est toujours de rigueur. Une joie sans cesse renouvelée. Alors, autre sujet de préoccupation majeure pour les locataires, la fameuse clause de remise en état d'origine lors du départ du locataire. Alors, qui est souvent à l'origine de mauvaises surprises, j'en ai entendu souvent parler, et puis de quelques contentieux aussi. Là aussi, tu as repéré une jurisprudence intéressante qui date de novembre 2023. Novembre 2023, exactement. Il faut savoir que le Code civil vient dire qu'il y a un état des lieux qui est dressé à l'entrée dans les locaux. Le principe, c'est comme pour un bail, d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, pas que le bail commercial, mais le locataire doit rendre les lieux dans l'état dans lequel il les a pris. Sauf pour ce qui a péri ou été dégradé par vétusté ou force majeure.
Cette précision est importante. Eh oui. Et l'article 1755 du Code civil, lui, vient dire que les réparations réputées locatives ne sont pas à la charge du locataire quand elles sont occasionnées que par la vétusté et la force majeure également. Et ces deux articles à mettre ensemble. Par contre, ils ne sont pas d'ordre public, c'est-à-dire que dans un bail commercial, on peut y déroger. Par clause précise, les parties pourraient y déroger. Ça pourrait être prévu dans Ça pourrait être prévu. Okay. Dans l'affaire qui nous occupe, il y a une clause dite d'amélioration d'un contrat de bail commercial où tous les travaux réalisés par le locataire restent la propriété du bailleur, mais le bailleur peut demander à ce que le locataire, à ses frais, remette les lieux dans l'état primitif. Un peu classique, ça on le retrouve classiquement. C'est classique, ça se retrouve très classiquement dans le bail commercial. Donc, à l'expiration du bail, le bailleur réclame le paiement des travaux, mais le locataire, lui, avance la vétusté des locaux. Ce qui n'est pas entendu par la Cour d'appel, ils ne prennent pas en compte la vétusté. Sauf que la Cour de cassation, justement sur cet article 1730 du Code civil, vient indiquer que si ce n'est pas expressément écarté, la vétusté, il doit y avoir un abattement, même si le locataire doit payer ses travaux, il doit y avoir un abattement sur la vétusté, sur le prix des travaux. D'accord. Si ça avait été prévu, potentiellement, il aurait dû payer tous les travaux. L'intégralité et vétusté comprise. Mais là, sans clause express, il ne les paye pas. D'accord. Sachant que c'est un petit peu limité, cette jurisprudence, parce que depuis 2014, la liberté des parties, elle est limitée. Parce qu'en fait, souvent, les bailleurs essayent de mettre beaucoup de réparations à la charge du locataire. Un maximum même. Et en fait, c'est très ciblé par rapport aux grosses réparations qui ne restent que pour le bailleur. C'est précisé par le Code du commerce. Il ne peut pas mettre les grosses réparations telles que des couvertures, gros œuvres, poutres. Ça reste à la charge du bailleur. D'accord. Donc s'il y avait une vétusté liée à ces grosses réparations, on ne pourrait pas la mettre, même par clause express, à la charge du locataire. D'accord. Donc hormis les gros travaux, le reste, si ce n'est pas expressément indiqué dans le bail, il y a une décote pour vétusté dans les travaux de remise en état. Sur la vétusté, en tout cas. Ouais. Et il précise la décote, le montant de la décote. C'est pas précisé dans l'arrêt, mais du coup, ça va être rejugé. Comme la cour d'appel, pour elle, il n'y avait pas à lui prendre en compte la vétusté, ça va repartir devant une autre cour d'appel pour rejuger l'affaire. Ce sera là qu'il y aura plus spécifiquement une décote faite pour la vétusté. Alors, ça éclaircit un petit peu le sujet, mais je subodore qu'il va encore y avoir quelques petits contentieux et qu'il va quand même falloir s'interroger sur le périmètre des dégradations dues à la vétusté, quand même. Le périmètre et le montant. Ok. Sûrement d'autres épisodes à venir, mais évidemment, tu pourras revenir. On termine avec un sujet qui a beaucoup fait parler l'année dernière, au moment de la sobriété énergétique. Vous vous en souvenez peut-être de cette fameuse sobriété énergétique. Un petit peu comme les punaises de lit, on en a beaucoup parlé pendant un petit moment, et puis hop, passer à autre chose. Quel est l'impact environnemental réel d'une fermeture de locaux ? Alors, je me souviens, à l'époque, il y avait ceux qui estimaient un gain immédiat d'au moins 10% de la facture des consommations énergétiques. Ceux qui disaient s'attendre à un gain nul. Ceux qui disaient, ben non, en fait, ça va même être négatif parce que le redémarrage des installations, eh bien, ça consomme beaucoup le lundi matin ou le jour où on rouvre. Et puis parce que les consommations sont reportées finalement sur le domicile des collaborateurs qui souvent sont moins bien isolés que les locaux professionnels. Bref, tu as repéré une étude qui fait le point sur ce sujet. Qu'en est-il finalement ? En effet, c'est une expérimentation qui a été menée par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique sur l'hiver 2022-2023, avec l'appui de l'Institut français pour la performance du bâtiment et un consultant, sur 9 sites de bureaux en France métropolitaine, avec des activités télétravaillables, et également avec 119 volontaires qui télétravaillaient chez eux. Ça a été donc limité France métropolitaine à activités tertiaires et pour le télétravail, les logements uniquement où il y avait un chauffage des consommations de gaz et d'électricité. D'accord. Donc pour donner les 9 sites de bureaux, 3 en Ile-de-France, 3 à Paris, 3 en province. Ça donne quand même pour avoir un panel. Et ces sites ont été mis en sommeil au total pendant 4 jours autour du 1er janvier 2023. Avec des fermetures partielles ou non. On verra par la suite ce que ça a pu donner. Et les volontaires ont permis qu'on regarde leur consommation, Linky ou Gaspard, à leur domicile.
pour voir justement les jours où ils étaient en télétravail ou non, quels pouvaient être les impacts pour avoir l'effet rebond. Oui. Donc l'objectif, c'était vraiment de mesurer le bilan énergétique du télétravail en l'associant à la fermeture de sites de bureaux et déterminer les conditions dans lesquelles c'était le plus optimal. Donc on a à la fois sur le tertiaire, pour voir s'il y a des énergies au niveau du bâtiment, le transport au travers des économies qui sont réalisées du fait des transports évités, et donc le résidentiel avec le suivi des volontaires. Ce qui ressort de l'étude, c'est que l'économie est fonction de la fermeture totale ou partielle du site. Puisque s'il y a une fermeture totale avec un jour de week-end adossé un vendredi ou un lundi, donc 3 jours de fermeture au moins, l'économie peut être entre 25 à 35% d'économie d'énergie par télétravailleur et par jour. Tout en tenant compte de tous les effets, c'est-à-dire transport évité, consommation chez le télétravailleur, etc. En prenant en compte ces trois aspects. Okay. A contrario, si le site est encore partiellement ouvert, les économies sont moindres puisqu'il y a encore du chauffage, consommation d'énergie, chauffage et d'électricité. Ce qui est souvent le cas, non? Je ne sais pas, on peut pas fermer entièrement un site. Je ne sais pas s'il y a des serveurs informatiques, on peut pas... tout fermer, enfin, je ne sais pas. Tout dépend de l'activité. Et c'est ce que aussi, j'anticipe un petit peu, mais on peut aller là-dessus. L'ADEME donne un mode opératoire pour voir si on peut fermer totalement ou pas ces sites. Il faut voir si ça vaut le coup aussi, de manière environnementale, de fermer, et si on peut, parce que mine de rien, si on est mono-occupant ou multi-occupant, on ne va pas forcément pouvoir faire une fermeture totale. C'est sûr. Y a-t-il un intérêt du coup à fermer totalement le site? C'est pas forcément le cas. Donc il faut étudier, c'est pas applicable à tous les sites de bureaux. Et c'est même ce que dit l'ADEME, c'est que le bilan énergétique global du télétravail, pour elle, il est positif, mais avec des variations selon les sites étudiés. Parce que c'est comme pour le transport. Le transport, il a un poids important, mais surtout dans les zones périurbaines et rurales, finalement, puisqu'il y a des déplacements longs, avec potentiellement une utilisation de la voiture. Et là, c'est sur cette mesure-là qu'il va y avoir une économie d'énergie. Oui, bien sûr, c'est moins le cas si on prend les transports. Alors qu'en en zone urbaine, ça va plutôt être la mise en sommeil des bureaux qui va permettre l'économie d'énergie. Oui. Et alors, j'ai vu qu'il y avait aussi l'effet rebond qui était calculé, c'est-à-dire de combien, finalement, la consommation augmente chez le particulier, chez le télétravailleur. Donc, sur le panel de volontaires, donc il y avait 119 volontaires, et finalement, des données exploitables quand on creuse dans le bilan de l'expérimentation, 62 personnes, c'est 8%. Soit 2,2 kWh par jour par télétravailleur. Oui, quand même. Oui. Non, mais voilà, on se posait souvent la question de savoir, parce que ça peut compter aussi dans la prise en charge des entreprises. Il y a aussi ce sujet de la prise en charge. Il y a la prise en charge, et donc ça peut être dans l'accord télétravail, voir s'il y a une indemdemnité ou non. Donc là, c'est le résultat de négociation. Oui, mais bon, là, l'étude donne un chiffre quand même, donc c'est intéressant. Ça donne une idée. Et juste comme je t'ai indiqué, il y a le mode opératoire qui est proposé en plus de ce bilan. Et ce qui est intéressant, c'est aussi, elle indique des pistes pour les organisations pour s'engager encore plus dans la sobriété énergétique. Et ça peut rejoindre un petit peu ce que Chantal disait avec Cisco sur regarder la consommation sur les sites, puisqu'en fait, elle dit que les collaborateurs, on peut les aider à réaliser des économies d'énergie à leur domicile, notamment sur le pilotage des petits équipements. Donc on voit un petit peu ce côté, les mesures à mettre en place chez le télétravailleur, et ce qu'on sait aussi, ne serait-ce que sensibiliser aux éco-gestes sur le lieu de travail, qui fait qu'on va aussi être sensibilisé chez soi. Et donc tout ça va dans le sens de la sobriété énergétique vertueuse. Compris, merci beaucoup Claire.